Bonsoir. Pour conclure ce salon, on a une dernière conférence qui s'intitule « Construire un patrimoine immobilier grâce au PropTech ». Pour en savoir plus sur ce thème et pour débattre sur ce sujet, je vais demander à Thierry Vignal, président de Mastéo, de venir me rejoindre, à Joachim Dupont, fondateur de Anaxago aussi, ainsi qu'à Renaud Pestre, cofondateur de Preto. Et pour modérer ces échanges, nous avons Caroline Lameau-Dupont. Oui, on peut les applaudir, s'il vous plaît, merci. Je vous souhaite une bonne conférence. Alors, tout d'abord, merci aux 12 personnes qui ont décidé d'assister à notre panel ce soir. On est très, très, très touchés. On va discuter patrimoine avec nos 3 invités de ce soir. Je vais proposer à chacun d'entre eux de prendre quelques minutes pour se présenter et on va démarrer en bout de chaîne avec le Crédit, Preto et Renaud Pestre. Bonjour à tous, donc Renaud Pestre, je suis un des cofondateurs de Preto. Preto, on est un courtier immobilier augmenté. Notre métier, c'est d'accompagner tous les particuliers qui décident de faire un achat immobilier et qui ont besoin de le financer. On commence très tôt dans leur parcours puisqu'on les aide à réfléchir à leur budget, très en amont, qu'il s'agisse d'un achat de résidence principale ou d'un investissement locatif. Et on le fait à travers un ensemble d'outils qui permettent à n'importe qui de répondre à cette question en très grande autonomie sur notre site internet. Nos clients, du coup, peuvent tous réfléchir grâce à nous à leur budget et ensuite, le moment venu, ils peuvent, grâce à notre solution, rechercher le meilleur crédit immobilier possible. On leur attribue un conseiller en crédit, on en a 60 aujourd'hui chez Preto, qui va être chargé d'accompagner notre client à travers toutes les étapes de son projet, la solidification de son financement, la préparation du dossier de demande de prêt. Et c'est le conseiller qui va ensuite négocier avec la banque comme tout bon courtier. Le service étant totalement gratuit pour le client jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on lui ait accordé le crédit. Où là, pour le coup, on a des frais de courtage en plus de la prestation. Preto, c'est une société qui a aujourd'hui 4 ans, qui est en croissance très forte et qui a la grande chance de travailler avec un certain nombre d'acteurs de la PropTech en les accompagnant dans la qualification de leur flux de clientèle. Et donc, je suis très content d'être là avec vous ce soir pour parler de ce beau sujet. Bonjour, bonsoir. Joachim Dupont, moi j'ai eu le plaisir de cofonder il y a 9 ans Anaxago, qui est une plateforme d'investissement qui permet aux investisseurs privés d'accéder à des deals qui étaient auparavant réservés aux professionnels, à savoir des investissements, ce qu'on appelle en club deal, donc investir en direct dans des sociétés innovantes et dans l'immobilier, et un immobilier un peu particulier puisque c'est un immobilier de court terme. On va investir sur des projets de marchand de biens, de réhabilitation, de rénovation, de promotion, sur des durées en général de 12, 24 ou 36 mois, et avec des recherches de TRI entre 8 et 15% par an. Donc notre métier, c'est à travers une plateforme d'investissement d'offrir ces opportunités à des investisseurs privés pour se constituer un patrimoine, juste le faire fructifier ou se diversifier. Et derrière, avec une société de gestion et des équipes d'investissement qui sourcent au quotidien ces opportunités. On est une 50aine de personnes et on déploie à peu près, on investit et on collecte tous les ans à peu près 150 millions d'euros par an auprès de notre communauté d'investisseurs privés et professionnels. Bonjour, donc moi je suis Thierry Vignal, j'ai cofondé Mastéos il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui on est 180 et on opère dans une dizaine de villes. Et on aide les particuliers à investir dans l'immobilier ancien, locatif. Donc en général ces particuliers vont d'abord évaluer leur capacité d'emprunt chez Renault, à Preto. Et une fois qu'ils ont une idée de leur capacité d'emprunt, ils se disent il va falloir que je l'exploite. Donc, est-ce que j'achète ma résidence principale ou est-ce que je fais un investissement? Et s'ils décident de faire un investissement locatif et qu'ils ne connaissent pas Anaxago et qu'ils sont un peu masochistes et qu'ils veulent faire de l'immobilier en direct, ils viennent voir Mastéos et on les aide à mener leur projet de A à Z. On s'occupe de trouver le bien, de le rénover avec nos propres ouvriers, de l'ameubler et de le gérer avec nos propres gestionnaires aussi. Donc, c'est fait maison de A à Z et on travaille donc ensemble à mener à bien ces projets d'investissement. Alors ce soir, vous êtes là tous les 3 parce ce que je vous ai demandé de venir discuter de patrimoine. Pourquoi parler de patrimoine? Parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, voilà, on parle de génération Y, de nouvelles aspirations, de nouvelles manières de travailler, de nouvelles manières d'utiliser son argent. Je crois qu'on a tous un copain qui nous a un jour dit « Est-ce que c'est pas plus intéressant de mettre toute ma capacité d'emprunt dans le Bitcoin plutôt que dans ma résidence principale ?» Généralement, moi, je dis non, mais peut-être que vous avez un autre conseil. Et donc, il y a
Et en fait, on réalise que, avec des sondages tout simples, qu'on a encore 90 voire 95% des jeunes dont la première aspiration, c'est d'avoir sa résidence principale en France. Alors, on sait que c'est de plus en plus compliqué d'accéder à la propriété. Donc, première question, qui est donc la question qu'on pose à chaque fois, est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale aujourd'hui, en 2021 ? Qui veut répondre ? Ou investir ? Ouais, acheter sa résidence principale ou investir, c'est un dilemme. Ouais. T'as une idée ? Moi, je peux commencer. Je pense un peu défendre la résidence principale parce que je sens que vous allez être assez pro-investissement locatif. Puis on va pouvoir démarrer avec ça. Acheter sa résidence principale, ouais, ça a quand même un certain nombre de vrais atouts. Déjà, il y a l'aspect un peu psychologique. Je pense que tu as raison. Les gens, ils voient dans la résidence principale une sécurité. C'est un endroit sur lequel ils pourront se retrouver, fonder un projet personnel. C'est pas que psychologique, c'est aussi réel. Quand on a un crédit immobilier, c'est certes une charge, mais c'est aussi presque une protection. C'est parfois plus facile de suspendre le remboursement d'un crédit IMO quand tu as un problème dans la vie ou de te le faire rembourser par ton assurance emprunteur quand tu as un gros problème dans la vie que quand tu es locataire, où là, pour le coup, tu as un peu moins de trucs qui te protègent si jamais tu as un gros coup dur. Donc, tu as un premier point qui est ça, c'est sécurisant. Ensuite, acheter sa résidence principale, c'est aussi quand même se constituer un patrimoine. C'est en remboursant un crédit, monter en equity dans son bien, sans avoir la fiscalité que tu peux avoir sur les loyers de ton investissement locatif. Même si, bien sûr, tu peux avoir moins de fiscalité en étant efficace, la résidence principale, c'est quand même, au fond, une super niche fiscale. Pas d'imposition sur ta plus-value à la sortie, c'est quand même c'est super intéressant de le rappeler. Le vrai problème de la résidence principale, c'est vrai, c'est est-ce que je vais arriver à me projeter suffisamment longtemps dans le bien que j'achète ? Les frais de notaire sont élevés. Est-ce que ça va avoir du sens pour moi, notamment si je suis jeune, de rester dans un bien et de le revendre dans 2, 3, 4 ans ? Et c'est là qu'on peut commencer à ouvrir un peu le débat et se dire que l'investissement locatif peut avoir du sens. Oui, alors au hasard, je vais défendre donc la thèse de l'investissement locatif. En l'occurrence, là, on a un public essentiellement parisien, j'imagine. Et à Paris, à 15 000 € du mètre carré, c'est... Ah non, je vois des provinciaux au fond. Dans les grandes villes... On n'a pas le droit de dire provinciaux. Hein, ça se dit plus, ça, pardon. À Paris, ça se dit pas du tout. Voilà, alors je pédale. Mais en l'occurrence, en tout cas pour ceux qui habitent dans les grandes villes, c'est cher. Et exploiter sa capacité d'emprunt dans des villes où on est à 7, 8, 10, 15 000 € du mètre, ça a assez peu de sens en termes de confort parce que, en fait, en tant que locataire, j'ai accès avec un loyer qui est ce qui est à des surfaces beaucoup plus importantes que ce que me donnerait accès une mensualité équivalente. Bon, ça, c'est une première chose. En termes de confort, c'est peut-être moins agréable de ne pas être propriétaire, mais en tout cas, en termes de surface, à loyer et mensualité égale, je suis mieux loti en tant que locataire. Maintenant, d'un point de vue financier, on va parler de ce qu'on peut appeler un arbitrage locatif. Si je suis à Paris, qui est une ville qui délivre du 2-3% de rendement, je paye en tant que locataire 2. Et si j'investis ma capacité d'emprunt à Marseille, où je vais plutôt avoir du 6, je vais payer 2 en tant que locataire et je vais gagner 6 en tant que bailleur. Donc ma capacité d'emprunt, elle est peut-être, d'un point de vue purement financier, mieux exploitée dans une ville qui rapporte 6 que dans une ville qui rapporte 2. Et en tant que locataire, je paye le rendement. En tant que bailleur, je récupère le rendement. Donc c'est un arbitrage et je paye 2, je récupère 6. Donc si je suis dans une ville peu rentable, j'ai plutôt intérêt à être locataire parce que j'ai une plus grande surface et ma capacité d'emprunt est mieux exploitée sur des villes à haut rendement. D'ailleurs, une résidence principale ne rapporte pas de revenus. Et c'est une fois qu'on a tapé sa capacité d'emprunt avec la RP, c'est un peu game over, à moins qu'il y ait des solutions autres côté crédit, mais c'est un peu game over pour aller chercher, pour faire un investissement derrière ou pour... Parce qu'en général, une RP à Paris, tu vas directement taper ton plafond qui est à 33-35. Je te laisse me dire ce qu'on peut faire. Je peux revenir sur ça parce qu'effectivement, je n'ai pas abordé l'angle crédit dans ce que je disais à l'instant. En fait, le problème, c'est que tu as aussi le mécanisme inverse qui se produit, des gens qui font un investissement locatif, qui ont fait dans les dernières années un investissement locatif, qui ont vu les règles du jeu un petit peu changer. Sous l'impulsion du HCSF, les banques refusent de plus en plus de pratiquer ce qu'on appelle l'endettement différentiel. C'est la capacité à dire que tu retranches tes mensualités de crédit de tes loyers quand tu fais le calcul global de ton taux d'endettement. Et des gens se sont retrouvés bloqués parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient faire un premier investissement locatif et qu'ensuite ils seraient capables d'acheter leur résidence principale grâce à l'endettement différentiel. Suite à ce changement réglementaire, en fait, ils se retrouvent incapables d'acheter leur résidence principale. Ils ont besoin d'avoir soit beaucoup d'apports, soit d'avoir une progression de leurs revenus. La réalité, c'est aussi que les banques sont, et ça c'est un peu malheureux, on peut le regretter, on y travaille chez Préto, un peu réticentes
avoir des emprunteurs commencer par un investissement locatif. C'est un peu peut-être des vieux réflexes, et là on peut parler de génération Y. Je pense que traditionnellement, la séquence bien perçue par les banquiers, c'est celle-là. C'est d'abord tu achètes ta résidence principale, tu te sécurises, et ensuite tu peux te permettre d'aller plus loin sur un investissement locatif. Donc tout ça mis bout à bout fait que financer un investissement locatif en premier est quand même plus compliqué, et se retrouve du coup un peu limité à des segments un peu plus jeunes et un peu plus CSP+. J'espère qu'on va arriver à faire en sorte que ce soit plus ouvert et que ça soit plus démocratique pour des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas acheter leur résidence principale parce que, par exemple, ils vont bouger fréquemment. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours possible de proposer à tout le monde de faire des investissements locatifs en premier achat. Là où il y a peut-être un consensus entre nous, c'est qu'attendre, ça a un coût d'opportunité. Et alors, côté investissement locatif, attendre, c'est des loyers qu'on ne touche pas. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me posent la question et du coup qui ne passent pas à l'acte. Et qui peuvent attendre 1 an, 2 ans, 3 ans de se décider. Mais ne serait-ce que 3 ans de loyer, 36 mois, 2 000 € par mois, c'est 72 000, n'est-ce pas, qu'on n'a pas touché en fait. C'est dommage parce que c'est la magie de l'investissement locatif, c'est que la banque finance le bien, les locataires remboursent la banque, c'est assez passif. Et donc attendre 1, 2, 3 ans, c'est vraiment de l'argent qui est jeté en l'air. Qu'on décide au final d'acheter une RP ou un investissement locatif, attendre à un coût, et notre capacité d'emprunt, c'est quand même un cadeau du système qu'il faut exploiter plutôt rapidement. Parce qu'en tant que locataire, s'il n'y a pas d'investissement en parallèle, on est plutôt perdant financièrement. Ouais, entièrement d'accord avec ça, et je serai rapide. Après, on arrête ce débat-là. On a le temps, tu peux continuer. Ok, avoir un effet de levier sur le crédit, c'est génial. Je suis d'accord avec toi, c'est de la magie. C'est ce qui rend d'ailleurs l'investissement en dur aujourd'hui un peu privilégié. Du coup, on va pouvoir parler d'autres produits ensuite. Faire des crédits immobiliers à des taux historiquement bas comme ceux qu'on observe aujourd'hui, c'est quand même dingue d'emprunter à 1% sur 25 ans. C'est possible que sur sa résidence principale ou sur un investissement locatif en dur comme ce que tu fais chez Mastéos. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'on observe par exemple très peu sur les SCPI. C'est très difficile pour nous chez Préto de financer des SCPI à crédit. C'est possible, mais vraiment compliqué. Et ça déforme pas mal l'équation effectivement en faveur des biens en dur. Et donc toi, Joachim? Je ferai le juge de paix, moi ni l'un ni l'autre de toute façon. Mais en tout cas, sur le sujet qui était de dire est-ce que les PropTech nous favorisent, en tout cas donnent un nouvel air à l'investissement immobilier, quel qu'il soit, que ce soit en direct, en résidence principale, en investissement locatif, ou même nous, on fait du très alternatif dans l'immobilier. On voit toute une nouvelle génération de gens qui avaient, historiquement, soit on avait des bons plans, on faisait des opérations de marchand de biens, d'investissement locatif, on s'impliquait énormément et finalement il fallait avoir cette volonté. Donc il y avait finalement 2 populations, celle qui voulait le faire, qui avait accès, l'envie, etc., qui passait son week-end à sourcer, à screener se loger. Si comme moi le samedi vous aimez regarder se loger pour voir ce qui s'y passe et aller visiter le samedi soir, etc. Mais en fait finalement ça c'est une frange de la population qui est assez limitée. Donc finalement il y a ceux qui faisaient de l'immobilier et ceux qui n'en font pas. Et quand vous regardez dans vos amis, dans vos cercles autour de vous, c'est peut-être que la plus grande innovation de la PropTech, c'est qu'aujourd'hui tout le monde peut faire de l'immobilier parce qu'on peut avoir un crédit pour faire sa résidence principale et donc ne pas attendre et de dire même si je déménage finalement j'ai un accès qui est plus simplifié. Et c'est peut-être depuis meilleur taux, l'innovation elle était un peu à l'arrêt. Et pareil sur l'investissement locatif. Et nous on vient encore donner quelque chose de différent, c'est ce à quoi les gens avaient accès uniquement par entre gens, c'est-à-dire investir dans un programme de promotion, dans une opération de réhabilitation qui va faire 10-12% de TRI sur 24 mois. Finalement, c'était réservé à des gens qui étaient soit en family office ou en gestion de fortune, donc on parlait que des patrimoines les plus élevés, ou parce qu'on connaissait un promoteur qui nous permettait de rentrer dans son tour de table. Et aujourd'hui, je crois que la véritable innovation, c'est celle-ci, c'est de se dire, peu importe nos convictions, qu'on fasse en direct, etc., tout est beaucoup plus simple aujourd'hui de se constituer un vrai portefeuille. Et quand on regarde le portefeuille des clients les plus fortunés, ou en tout cas des grandes fortunes, ou des gens qui sont les plus aguerris dans la gestion de patrimoine, on se rend compte que, bien sûr, ils ont leur RP, ils ont de l'investissement immobilier locatif, ils ont du private equity, du venture capital, ils font beaucoup d'alternatifs en plus du côté classique. C'est peut-être la grande innovation, c'est de dire... alors nous, on a une conviction aussi, c'est quand les clients nous demandent, c'est globalement la théorie dit qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale en premier, ne serait-ce que pour une question psychologique. C'est que vous avez envie d'acheter quelque chose dans lequel vous vivrez, alors que si c'est pour le louer, vous pouvez très bien acheter quelque chose dans lequel vous ne vivrez jamais. Alors, ce n'est pas dire être un marchand de sommeil, mais ça veut dire acheter quelque chose qui ne correspond pas à la surface qu'on souhaite, pas dans le quartier qu'on souhaite. Parce que et ça, c'est peut-être le premier biais psychologique qui fait qu'en théorie de gestion de patrimoine, on conseille toujours de ne pas commencer trop tôt, parce que finalement, c'est ce qui fait attendre le plus, c'est de trouver la pépite dans laquelle on se voit vivre, on se projette à plusieurs années.
C'est vrai que toute cette partie facilitation, digitalisation, on n'en a pas trop parlé quand vous avez présenté tous les trois vos activités, mais c'est un peu le cœur du sujet, parce que toi Thierry, parce que si chacun d'entre vous dans la salle a un jour fait des travaux, la bonne surprise c'est quand il n'y a pas de retard, pas d'erreur, et que vous vous retrouvez avec un truc qui vous plaît. Ça n'arrive pas, ça. Hein. C'est que dans les livres, ça n'arrive pas en vrai. C'est pour ça que tu vas nous en parler. Que quand vous faites un crédit auprès de votre banquier, en fait, le conseiller bancaire qui est capable de comprendre l'opportunité d'investissement ou la bonne affaire sur la résidence principale, en fait, ça n'arrive pas. Ou l'investisseur privé qui veut placer 10 000 € sur un programme immobilier tout en signant en ligne et en suivant en ligne son investissement, en fait, ça, avant, ça n'existait pas. Donc, concrètement, tous les trois, est-ce qu'on peut faire peut-être le tour de comment est-ce que vous digitalisez et comment est-ce que vous innovez dans ce secteur-là? On peut passer sur le crédit, la partie la plus painful, les travaux. Ouais, ça se discute. Qu'est-ce qui est le plus dur entre le crédit et les travaux? Il y a match, encore un match. Non, sur le crédit, ce qui nous a vraiment surpris, Pierre, mon associé et moi, quand on a fait nos propres achats immobiliers il y a quelques années maintenant, c'était de voir à quel point le marché était opaque et imprévisible. Quand quelqu'un veut démarrer dans un projet immobilier, savoir avec précision quel est son budget, ce qui semble être une question finalement assez simple, en fait, ça ne l'est pas du tout. Quand on va voir d'un professionnel à l'autre, on va avoir une réponse très différente. Et je ne parle même pas du taux, où là, pour le coup, c'est de la sorcellerie pour savoir quel taux on va avoir en bout de process. Et en fait, il n'y a pas de raison que le marché fonctionne comme ça. C'est juste un archaïsme qui repose sur le fait que, oui, en bout de chaîne, à un moment, il va falloir négocier avec un conseiller sur un coin de table. Il va falloir lui expliquer qu'on a un super dossier et que du coup, ce super dossier mérite 1% sur 25 ans. Mais on pense qu'avec de la tech et de la data, on peut prendre un raccourci et être capable de dire très en amont, OK, vu tous les dossiers qui ressemblent au tien, on le sait, ça va finir à 1% sur 25 ans à la BNP Paribas de France ou 1,4 au Crédit Mutuel de Bretagne. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait chez Préto. Donc, on a rétro-ingénieré en fait tous les critères des banques. On est capable de dire ce que chaque banque sait financer ou pas et à quel taux, en ayant anticipé la marge de négociation. Et on rend cette information aux consommateurs. Donc, si vous allez sur le site de Préto, je vous invite à le faire, bien sûr, vous allez réaliser une simulation de prêt et vous allez voir de manière totalement libre quel est votre budget et quel est votre taux. Ça, cette information, elle est réelle et authentique. C'est la même que celle utilisée par nos propres équipes en interne. Évidemment, elles vont avoir une information un peu plus détaillée, mais le fond de l'information reste le même. Et c'est pour nous le point clé. C'est de rendre le pouvoir aux consommateurs et avec l'appui de nos équipes, leur faire gagner du temps par la suite pour que la négociation se réalise le mieux possible jusqu'au bout du processus, sans avoir besoin de sortir de chez soi et sans y passer trop de temps. Donc Préto, c'est le courtier augmenté. Et on vient chez toi parce que ça nous permet de définir notre capacité d'emprunt et à quel prix on va emprunter. C'est exactement ça. Je te donne l'information au début du processus, donc tu sais où tu vas, tu sais qu'acheter, tu sais combien ça va te coûter. Ouais. Et donc ça, au début, tu sais que tu vas partir avec un bon niveau de certitude sur l'achat immobilier que tu veux réaliser. Et ensuite, on va prendre en charge pour toi le processus en tant que tel, qui est méga pénible. Pour ceux qui ont fait déjà un crédit immobilier, on parle de à peu près ça de paperasse à collecter et à donner à son banquier. Si en plus on va avoir plein de banquiers, ça fait ça fois le nombre de banquiers. Ça prend beaucoup de temps, c'est des RTT à poser ou des samedis à consacrer à son banquier. Franchement, qui veut faire ça? On essaye de couper complètement cet aspect painful du système pour aller directement à l'essentiel, la partie vraiment sympa qui est aller sur Se Loger et visiter des biens et faire des décisions d'investissement. Alors, je ne connais pas beaucoup, moi, des gens qui vont sur Se Loger, à part Joachim, qui vont sur Se Loger tous les jours et qui visitent des biens le week-end. Mais effectivement, je pense qu'on se serait bien passé de la partie banquier. Alors, moi, j'adore les travaux. Mais c'est vrai que si on peut s'en passer, c'est pas mal aussi. Vous, chez Mastéos, vous intervenez dès la transaction, vous prenez juste vous commencez après coup, ou vous faites la recherche de biens, vous êtes sur toute la chaîne? Et nous, on est vraiment sur toute la chaîne. Donc, si jamais tu viens chez nous, que tu signes un mandat et que tu tombes dans le coma, et que tu te réveilles 6 mois plus tard, et tu as ton premier loyer qui est arrivé, ça revient à peu près à la situation d'un client lambda. Donc on s'occupe de tout entre le moment où tu viens nous voir et le moment où tu reçois ton premier loyer, dont les travaux, l'ameublement, etc. Les choses ne sont pas plus faciles pour autant parce qu'on s'en occupe, c'est simplement qu'on met un écran, et on en vient au digital parce que c'est l'écran dans les deux sens, entre la réalité absolument chaotique de ce qu'est un investissement immobilier, c'est-à-dire faire 50 visites, trouver des artisans, gérer les notaires, gérer les courtiers, les banques, la dizaine d'interlocuteurs, la centaine d'étapes, les travaux, on en parle, c'est ce qu'il y a de plus infernal dans le process. Même l'ameublement, aller chez Ikea, trouver toute la liste LMNP,
chercher les locataires. Voilà. Donc nous, notre rôle, c'est le rôle en fait de la tech, c'est de mettre un écran qui rende un peu moins effrayant le process. Et le rendre moins effrayant, c'est déjà un grand pas, parce que ça permet à des gens de se dire ça a l'air sympa sur l'app. Voilà, je fais une visite 3D, je suis mon process en temps réel sur l'app. Tout est agréable, ça paraît, c'est plus bisounours, et on voit pas le chaos qu'il y a derrière qu'on gère nous. Donc, à part rendre les choses moins effrayantes, ça améliore un peu le confort parce qu'on peut suivre en temps réel son deal. On a la visite virtuelle, on n'a pas à se déplacer à Marseille à chaque fois qu'il y a une annonce. Nous, tous nos biens sont scannés en 3D. Si j'ai un bien à Nantes, voilà, je le regarde sur mon iPhone en visite 3D. Et après, je vois où j'en suis, je peux signer mes documents sur l'app. C'est quand même plus sympa que se déplacer chez le notaire, chez le banquier, chez l'artisan, etc. Je peux suivre la performance locative de mon bien sur l'app, etc. Et la troisième fonction, au-delà de mettre un voile et d'apporter un peu de confort à l'investisseur, c'est c'est de customiser l'expérience. Parce que la tech, nous on a un algorithme de matching, c'est de permettre de mettre les bons investissements devant les bons investisseurs. Par exemple, sur SoLoger, toi qui passes tes week-ends à checker des annonces, tu vas checker 200 annonces et tu vas peut-être te créer des alertes et tu vas recevoir en pâture plein de biens qui correspondent plus ou moins à ce que tu recherches. Et l'idée de la tech, c'est de comprendre ce que les gens veulent par leur comportement sur l'app, par la data qu'ils apportent en disant ce bien je l'aime pas, voilà pourquoi je l'aime pas, ce bien je l'aime bien. Et donc il y a une certaine intelligence à comprendre avec ce comportement sur l'app ce que les gens cherchent. Et donc de targeter de plus en plus précisément les investissements aux bons investisseurs. Voilà ce qu'apporte la tech chez nous. Et côté Anaxago, je sais que nos clients apprécient particulièrement la partie signature en ligne. Enfin, tout est à portée de clic, quoi. On tape to invest. C'est vrai que l'innovation, elle est bizarre aujourd'hui parce que quand on s'est lancé il y a 9 ans, on ne pouvait pas signer un bulletin de souscription en ligne. Donc on revient de loin dans le schéma, si vous avez déjà souscrit ou ouvert une assurance vie chez votre banquier ou souscrit une SCPI, c'est pareil, il fallait venir, il fallait signer un certain nombre de documents. Et aujourd'hui, toute la démarche, c'était de dire, on donne accès, alors pas que aux gens qui se posent des questions des premiers euros à investir, mais en fait pour toute une population qui a des revenus, une capacité d'épargne, voire des gros patrimoines et qui finalement est très maltraité. Parce que si vous allez regarder le niveau de digitalisation en banque, il est très faible, même si ça augmente de manière assez exponentielle. Si vous allez en banque privée, c'est pas beaucoup mieux, sauf que le site change, il devient un peu doré. Si vous allez en gestion de fortune, là c'est carrément l'inverse. Vous n'avez rien et une personne, vous êtes obligé d'aller voir la personne qui va vous remettre votre carte bleue en main propre. Et donc nous, toute la démarche, c'était de dire déjà on va offrir ces opportunités qui ne sont pas accessibles. On va les mettre dans des vignettes en ligne. Donc c'est pareil, vous allez sur Anaxago aujourd'hui, vous découvrez toutes les opportunités. En ce moment, il y a un projet de réhabilitation en plein cœur de Paris avec 11% de TRI cible. Ce n'est pas garanti, etc., etc. Mais en tout cas, vous pouvez y accéder en direct sur la plateforme, cliquer, remplir votre identité, payer en ligne avec votre carte bleue votre compte et ensuite investir. Vous êtes déjà souscripteur en 5 minutes si tout se passe bien. Donc ça, c'était la véritable innovation. Et ce qui nous permet aussi de démultiplier, c'est qu'historiquement, un conseiller bancaire, un conseiller en gestion de patrimoine peut avoir 10, 20, 100 clients. Dans les meilleures entreprises, 400 clients. Chez nous, on a 100 000 inscrits, on a 10 000 clients actifs et on gère ça avec une équipe de 8 personnes. Et au back-office, ce sont 2 personnes. Donc en fait, tout ça, c'est possible. Et en fait, c'est pas une prouesse dans l'absolu quand on regarde ce qu'on fait en intelligence artificielle aujourd'hui, mais ça veut dire que derrière, ça se retrouve quelque part et ça se retrouve dans la marge et dans le rendement qu'on sert aux investisseurs. Ça fait 5 ans qu'on sert, 6 ans qu'on s'est lancé dans l'immobilier, qu'on sert entre 9,80 et 11% par an net de frais aux investisseurs. Et tout ça, c'est possible en réduisant les frais au maximum de distribution. Et donc, en n'ayant que 2 personnes au back-office, ça permet finalement, si on en avait 10, finalement, c'est la performance directe des investissements qui s'en trouverait impactée. Et donc, on est dans cette logique-là aussi. Quand on distribue une SCPI, finalement, c'est 10% de droit d'entrée quand vous souscrivez 1 euro sur une SCPI. Nous, on en distribue, on les souscrit en ligne. En fait, on peut les souscrire un peu moins, les distribuer un peu moins cher parce qu'on a cette capacité à accompagner le client, mais l'accompagner quand c'est nécessaire. Et toute la partie paperasse, réassurance, en fait, on essaie de la traiter différemment à travers la plateforme. Et je crois que c'est peut-être le fil conducteur et en tout cas le point commun qu'on a. Et je vous confirme, quand on va sur Mastéos, on était dans un groupe WhatsApp au tout début, parce que je crois que l'histoire a commencé sur un groupe WhatsApp. On nous a envoyé des opérations. Et nous qui sommes en général derrière à gérer les travaux, les opérations, les opportunités,
on s'est fait peur. On se dit non, mais en fait, ils cachent trop tout ce qui est moche. Et Ouais, nous, on le cache. Voilà, on sait que c'est très moche. Et nous, en tant qu'investisseurs, on se dit, on est mais c'est vraiment ce que nous permet le digital aujourd'hui. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette étude hyper intéressante qui est sortie sur le rapport à l'argent et à l'investissement des millennials. C'est l'économiste Nicolas Boudou qui a publié ça il y a 2-3 ans. Et il y a 2 millennials sur 3 qui veut être en ownership de ses investissements, en fait, qui veut comprendre ce dans quoi il investit, qui veut être à la racine, qui en fait n'en a un peu rien à faire de la moquette épaisse de la banque privée, qui veut comprendre dans quoi il investit. Est-ce que c'est une chose que vous constatez chez vos clients? Est-ce qu'on est passé d'un... Alors, on cherche de la performance, mais est-ce qu'il y a un investissement plutôt de conviction qui se fait quand je viens acheter un appartement chez Mastéos, quand je viens faire un crédit chez Préto? Est-ce que je le fais parce que je veux investir dans quelque chose qui fait du sens pour moi? Chez Anaxago, est-ce qu'on voit ça chez le client? Nous, en fait, on parle beaucoup de millennials, de conviction, etc. Les gens viennent chez nous pour la performance. Alors c'est très bien de voir dans quoi on investit parce que c'est dans l'air du temps, il faut de la transparence et donc on va cibler cette opération, cette entreprise. On investit aussi beaucoup dans les PropTech, donc on identifie, les gens savent où ils vont mettre leur argent. Par contre, si on ne distribuait pas 10% par an à nos investisseurs, ils ne seraient pas chez nous. Malgré toutes les convictions qu'ils peuvent avoir, malgré toute la transparence qu'on peut leur montrer. Donc il y a une partie qui est de dire on donne l'accès aux gens qui veulent avoir l'information et trancher par eux-mêmes. Et en même temps, il y a une autre partie de la population qui dit moi, guidez-moi. Je ferai ce que vous me dites parce que j'ai confiance dans la marque, dans le produit, j'ai compris. Et donc, on a toujours ces deux populations, celles qui sont totalement indépendants. Et j'imagine que vous êtes peut-être un peu moins chez Mastéos, potentiellement les gens qui veulent tout faire eux-mêmes, quitte à faire les travaux. Et nous, c'est un peu la même chose chez Anaxago. On a les gens qui veulent faire, pour qui on est des chercheurs d'or. Ils nous le disent, je viens chez vous pour chercher des opportunités que je n'aurais pas ailleurs. Et d'autres qui nous disent, je n'y connais rien, faites-moi le package et je ne veux pas en entendre parler. Et donc, c'est un peu les deux approches. Une approche conviction, mais la conviction sans la perf, on n'a pas réussi encore. Moi, c'est vrai qu'au cours des 2 dernières années, quand on a commencé, les clients étaient très en recherche de rendement. Et avec le temps, et notamment avec le passage du Covid, il y a eu une composante émotionnelle qui s'est rajoutée à ça. Et c'était plus simplement de la recherche de rendement. Au début, on vendait des immeubles à Roubaix à 10%, 11%, 12%. Et aujourd'hui, on ne vend plus d'immeubles à Roubaix parce que déjà post-Covid, les gens se projettent dans leur investissement locatif. Alors qu'avant, ils ne le faisaient pas. Et donc maintenant, les gens veulent acheter à Marseille sur le Vieux-Port, par exemple, et plus à Roubaix. Et Marseille, c'est 6, c'est pas 12. Et voilà, donc il y a une composante émotionnelle qui est liée au Covid, qui est peut-être liée à l'évolution des mentalités, ça s'est fait assez vite. Il y a aussi une composante énergétique qui est impulsée par l'État, mais qui vient aussi des nouvelles générations qui nous disent... Avant, la note énergétique, on ne la regardait même pas, on ne la présentait même pas. Aujourd'hui, on nous la demande systématiquement. Et les notes basses, elles ont un vrai impact, les gens n'en veulent pas. Ou alors, il faut pricer des travaux de rénovation énergétique. Donc, il y a l'écologie, l'émotionnel, je veux un appartement où je me projette. C'est plus simplement un Excel. Et on a désensibilisé beaucoup la demande de nos clients vis-à-vis du rendement. On les a désensibilisés au rendement. Ça, c'est venu de nous et d'eux. Et il y a une quête de sens. Alors, on est dans l'immobilier, on ne fait pas de l'humanitaire, mais il y a une quête de sens au niveau énergétique et au niveau emplacement, en fait. Crédit? Bon, crédit immobilier, il y a encore moins d'humanitaire que dans l'immobilier tout court. C'est un produit financier, c'est pas très concret pour les gens. Si je devais un peu faire le lien avec ce que vous avez dit, je pense que l'analogie, c'est le taux dans cet univers-là. Les gens ne pensent qu'au taux, et c'est pas possible de ne pas répondre sur ce point qui est majeur, donc exactement comme la performance pour toi. C'est là que on trouve un peu une limite au digital en fait, et qu'on voit la valeur pour nous de aussi avoir un conseiller qui passe beaucoup de temps quand même à prendre du recul sur le projet du client et à bien comprendre ses besoins pour mieux y répondre. Parce que justement notre rôle, ça va être de lui dire ok le taux, mais attention, il n'y a pas que ça. Attention à penser à c'est quoi l'avenir pour toi dans ce bien. Est-ce que tu revends dans 3 ans, 5 ans, 8 ans? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le prochain projet pour toi? Qu'est-ce qui peut t'arriver comme coup dur dans la vie qui fait que tu pourrais avoir besoin de pouvoir interrompre ton remboursement ou de pouvoir le rallonger à tout moment? Est-ce que tu as pensé à l'assurance? Ça va être quoi les caractéristiques? Donc en gros, on est moins sur une thématique de sens parce que sincèrement, les gens sur ce sujet-là, ils ne se posent pas beaucoup la question de quelle banque les finance et qu'est-ce qui se passe derrière. Même si on communique sur ce sujet, aujourd'hui on observe que les gens nous interrogent assez peu. Notre enjeu, c'est de remettre le crédit immobilier dans le contexte de leur projet de vie pour parler moins de taux et plus de leurs vrais besoins et de ce qui va se passer dans la vraie vie ensuite.
sortir de l'espèce de compétition autour de j'ai eu le meilleur taux qu'on observe, quoi, et pour rentrer dans un truc un peu plus réaliste. Maintenant, je vais vous poser des questions que je pose à chacun de mes invités dans le podcast Argent Compté. Donc la première question, là on va repartir sur notre thématique patrimoine et cordonnier bien ou mal chaussé. J'aimerais bien savoir quel a été votre premier investissement à tous les trois. Renaud. Ok, donc moi en fait, mon premier investissement c'est un investissement locatif, donc en fait je suis tombé dans le camp de Thierry. Mais je précise que c'est en le faisant que je me suis rendu compte que faire un crédit c'était horrible. J'ai eu mes premiers cheveux blancs et donc c'est ça qui m'a amené à créer Préto. C'était une colocation à Lille, voilà, que j'ai toujours. D'accord. Moi, j'ai investi avec un prêt étudiant dans mon entreprise. C'était mon premier vrai investissement. Et au-delà, dans l'immobilier, c'est pareil, un investissement locatif qu'on a mis sur Airbnb avant que ce soit interdit. Donc, si on vous demande, voilà, il n'est plus sur Airbnb. Moi, j'ai un parcours d'investisseur qui est absolument catastrophique. J'ai raté tous mes investissements locatifs. Le premier, c'était au Havre. C'est une coloc hyper rentable sur le papier, mais en fait, il n'y avait pas de demande pour les chambres étudiantes à cet emplacement. J'ai mal étudié la data en amont. Après, j'ai été attiré par les sirènes du rendement et je suis resté dans le Nord, qui est une région très rentable. J'ai investi à Hénin-Beaumont. C'est pas le genre de ville où je passerai le week-end. Et en fait, oui, sur le papier, c'était super rentable, évidemment, parce que ça coûte rien. Et puis, les loyers sont à peu près normaux. Mais j'ai un locataire sur deux qui ne paye pas. À un moment, j'ai loué meublé. Ils sont partis avec les meubles. Ils m'ont démonté la cuisine. Ils sont partis avec. Les locataires, ils restent 3 mois et après, ils vont en prison. Donc, j'ai vraiment... en fait, ça m'a rien rapporté, quoi. Et après, j'ai investi à Roubaix. Mais bon, il y a le bon Roubaix, il y a le mauvais Roubaix. Évidemment, je suis allé dans le mauvais Roubaix. Donc pareil, catastrophe financière, personne ne paye, nos amis de Uncle qui veulent même pas assurer mes locataires, enfin la cata. J'ai fait, comme si j'en avais pas assez, j'ai fait Merville, qui est un petit village pourri entre les deux. Pareil, un enfer, j'ai eu 2 pendaisons, enfin c'était que des cas sociaux. La gendarmerie m'appelait toutes les 2 semaines. Voilà, donc ma SCI, je vais finir en interdit bancaire. Et en fait, je suis passé de la team rendement à la team patrimoniale, alors que j'étais persuadé qu'il n'y avait que le rendement dans l'investissement locatif. Et j'ai acheté du coup à Marseille sur le Vieux-Port, parce que je voyais que tous mes clients achetaient là-bas, donc je me suis dit, ils ont peut-être raison. Et là, c'était le jackpot, parce qu'en fait, sur le papier, je l'ai surpayé, c'était pas rentable sur le papier, mais dans les faits, j'ai les locataires qui payent, j'ai pas de turnover, j'ai un bâti de qualité, donc j'ai pas de dégradation, j'ai pas de coûts cachés en fait. Et donc mon brut, c'est presque mon net. Et je m'en sors très bien, j'ai super bien géré mon crédit, je l'ai étalé, donc je suis à peu près à l'équilibre. Et j'ai pris de la plus-value, ce qui n'arrive pas à Hénin-Beaumont. La plus-value, ça n'existe pas, c'est même pas un mot là-bas. Pareil à Merville. Donc Vieux-Port, voilà, j'ai pris 30% en 6 mois. Et je me suis dit, finalement, c'est pas plus mal d'acheter des biens patrimoniaux et pas rentables. C'est là où on fait de l'argent. Oui, et puis ce tropisme pour le Nord, là, c'était pas... C'est bien le Nord, mais Nord et Nord, quoi. Lille, c'est bien. Oui, c'est ça, il y a Nord et Nord. Deuxième question, quel est l'investissement que vous ne ferez jamais? Le truc où vous ne mettrez jamais les pieds? Ouais, ça c'est les entrepreneurs, ils sont prêts à tout. Même les trucs dangereux. Moi, c'est les chevaux. Les chevaux? Ah oui, je vois les délires autour des gens qui payent des millions pour acheter des chevaux et à la moindre patte cassée, c'est fini. Et c'est un risque que j'arrive pas à maîtriser. Donc, chapeau aux gens qui le font. S'il y a des gens dans la salle qui investissent dans les chevaux, bravo. Mais je ne saurais jamais le faire. Je me suis lancé parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs qui viennent. Moi, ça serait un livret A ou un NFT. Je ne suis pas rentré dans le délire. Je ne me vois pas acheter un NFT. Qu'est-ce qu'il y a d'intouchable? Ouais, j'avais un peu parlé de crypto, mais en me disant je suis has-been et il faut que je me soigne. C'est un sujet sur lequel je suis en train de me soigner, donc peut-être que je vais m'y mettre. Mais les NFT, ça se trouve, c'est le truc où il faut que tu te soignes maintenant et que tu ailles voir. Je sais pas. Ou alors, c'est vrai que j'aime pas quand l'argent est géré par d'autres gens, donc je me vois pas investir dans un fonds passif. Je me vois très bien investir dans des produits Anaxago. Mais je le dis sérieusement, parce qu'en plus les rendements sont incroyables et contrairement à mes actifs à moi où il faut quand même vivre le parcours du combattant, ça met 6 mois et je le souhaite pas à mon pire ennemi. Là, bon, après, vous, dans vos types de produits, il y a moins de levier bancaire. C'est le seul truc où je me dis ça vaut le coup de passer par Mastéos parce que moi,
c'est la banque qui va financer, quoi. C'est Très pas bon, mon, très c'est pas bon, mon très client bon. qui va sortir de l'argent, à part pour les frais de notaire. Mais si il y avait le même accès au levier pour les produits Anaxago et les miens, il faudrait aller chez vous tout le temps. Parce qu'il n'y a pas ce côté infernal d'investissement. C'est clé en main et c'est direct, quoi. Vous avez du levier bancaire ? Nous, on a du levier, mais que pour les clients qui font des SCPI. Alors, pour le coup, c'est ceux qui veulent faire du trade diversifié et faire en crédit. Et pour tous les gens qui investissent dans des holdings patrimoniales, ou dès lors qu'on a passé le sujet, ma résidence principale, mon premier investissement, que je suis une profession libérale, que je suis indépendant, que je suis une chef d'entreprise, que j'ai une holding patrimoniale, là, on peut faire plein de choses, avec du levier ou autre. Mais donc, si tu as une holding, on peut t'accueillir. Bon, toi, Thierry, tu as déjà répondu à ma prochaine question qui est quel est votre prochain investissement? J'ai bien retenu. Produit Anaxago. Très, très bien. Non, mais vraiment, si vous deviez. C'est quoi le prochain truc qui vous fait vibrer en investissement? Ça peut être, quel est le prochain Marseille? D'ailleurs, si tu devais investir ailleurs en France qu'à Marseille, ça nous changerait un petit peu, parce que j'ai l'impression que tout le monde achète à Marseille en locatif. Dans quoi est-ce que vous avez envie d'investir pour votre prochain placement? Moi, très clairement, en appart avec toi, Thierry. Non, mais sincèrement, je pense qu'il faut maximiser son endettement en immobilier. Ça, pour le coup, je pense que c'est un vrai bon choix en le faisant intelligemment, comme tu l'as dit, donc en choisissant des biens pour lesquels ça a du sens, sur lesquels pas forcément on aimerait habiter parce qu'on n'y est pas directement, mais en tout cas, on se projette très bien pour y envoyer son petit cousin. Et avoir la banque qui finance son bien, c'est quand même ça qui se produit. Et les loyers, c'est juste fascinant, quoi. Donc toi, tu as réussi à retirer toutes les frictions qui sont autour de ça. Je pense que c'est une offre qui est canon et je te rappelle très bientôt, en fait. Alors, il reste encore pas mal de frictions. On a enlevé 70% des frictions, il en reste 30%. Peut-être que demain, il en restera plus que 20%, grâce à la tech notamment. Effectivement, moi, moi, je ne peux pas trop emprunter parce que je suis entrepreneur et j'ai moins de 3 ans de bilan, n'est-ce pas? Sauf si tu peux m'avoir un prêt, mais pour l'instant, je suis obligé d'emprunter avec soit ma compagne, soit mon frère. Pour ceux qui ne peuvent pas emprunter, vous trouvez un partenaire qui a un CDI et vous vous mettez en SCI avec lui ou elle et vous pouvez emprunter du coup. Vous êtes passager clandestin de sa capacité d'emprunt. Il faut trouver une monnaie d'échange. Alors, soit vous financez les frais de notaire et lui, il apporte le reste, soit vous gérez la location, peut-être. Et donc moi, ça serait effectivement un investissement locatif. Peut-être dans une petite ville, sortir des sentiers battus des grandes villes et faire du Airbnb dans des endroits. En fait, j'aime bien les anomalies financières parce que j'étais trader avant. C'était mon métier de spotter les anomalies financières chez HSBC. Sur les marchés, quand on spotte une anomalie, en une microseconde, elle est arbitrée par le marché, par des astrophysiciens et des algorithmes. Alors que dans l'immobilier, dès qu'on repère une anomalie, c'est-à-dire une ville à la fois pas chère, avec des revenus locatifs hyper élevés et une tension forte, il y en a peu, mais ça existe. Et donc, quand on crunch suffisamment la data, on trouve des anomalies. Je vous donne un exemple assez rigolo. Les villes de centrales nucléaires, donc là où il y a des centrales nucléaires, personne n'a envie d'acheter. Donc, c'est pas cher du tout, c'est moins de 1 000 € du mètre carré. Et il y a une grosse demande de la part des salariés de la centrale, notamment en courte durée. Et on peut pratiquer des prix de courte durée relativement élevés et acheter des trucs qui coûtent pas cher du tout et faire des rendements stratosphériques. Et moi, j'aime bien cruncher la data pour repérer des anomalies financières de ce genre avec des outils comme RDNA, le tensiomètre locatif de Logservice, Meilleurs Agents. Et en fait, on peut faire des merveilles financières et le marché l'arbitre très lentement. Donc, on a le temps de se positionner. Voilà. Alors, on se positionne où? En quoi? Alors, on se positionne où? Positionnez-vous, ouais, et nous, on peut vous aider à vous positionner. Où? Alors, en l'occurrence, centrale nucléaire, c'était une anecdote. Pareil, les petits villages près du Puy du Fou, j'ai remarqué que ça coûte rien. Et en fait, le Puy du Fou, il y a le parc hôtelier qui est saturé. Donc, en courte durée, dans ces petits villages, on achète 1 000 € du mètre carré, on loue très cher. Mais pour revenir à la location longue durée, Marseille, c'est un peu passé. Enfin, non, c'est encore bien, mais le prochain Marseille, moi, je pense que ça va être Brest. Ok, je garde ça. C'est mon pari, enregistrez-le. Brest, ça fera x2 dans les 5 prochaines années. J'aurais pas parié sur Brest. Joachim, c'est quoi ton prochain investissement? Nous, on est investisseurs, donc notre métier, c'est de sourcer des opportunités un peu en permanence. Et nous, on croit beaucoup à ce qu'on sera très content. On a une thèse chez nous qui est principale, qui est assez basique. C'est-à-dire, ça n'a pas besoin d'avoir 10 ans de boîte pour monter ça, mais c'est d'investir sur des actifs qui vont être rares et de plus en plus rares dans les 5 ou 10 prochaines années. C'est pour ça que j'achète Brest, parce que Brest, ça fait partie, et c'est les données le montrent, ce seraient les endroits qui resteront encore vivables
dans les 5-10 prochaines années, peu importe les schémas de réchauffement climatique. Et donc on voit, alors sauf si vous avez passé votre été 2021 en Bretagne, là vous me direz bon c'est peut-être un peu trop modéré comme température, mais en tout cas ça fait partie des sujets qu'on regarde. Et nous alors on regarde des actifs plus gros parce que pour investir 5, 10, 15, 20 millions d'euros, 30 millions d'euros par actif, il faut qu'on aille. Tu rachètes la ville de Brest. Voilà, on peut racheter la mairie. Donc on essaye de se positionner dans des métropoles régionales et de se dire qu'est-ce qui sera rare dans 5 ou 10 ans. Ce seront les actifs en monopropriété. Parce que globalement, pour un investisseur institutionnel, ou en tout cas on a un marché de l'épargne qui s'institutionnalise, il ne veut pas gérer des lots diffus, des appartements à Brest, à Nice et à Quimper. Donc il faut lui offrir des grosses bêtes. Donc en monopropriété avec potentiellement un seul vendeur. Le deuxième effet rareté, c'est de dire des actifs rénovés. Alors tout le monde parle de la rénovation énergétique, du bâtiment durable, ça devient une thématique importante. Ça fait 5 ans qu'on travaille nous sur ce sujet-là de réhabilitation, de rénovation. Et aujourd'hui, on pense que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, aucun investisseur institutionnel ne mettra 1 euro dans une passoire thermique. Et donc il y a une phase de création de valeur qui va durer, on pense 5 ans, sur lequel il faut acheter des actifs, les rénover pour les rendre aux normes. Et si on a des actifs monopropriétés en centre-ville, que ce soit des bonnes villes ou des plus petites villes, à un moment, les investisseurs vont être moins feignants. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde faisait du bureau à Paris. À un moment, on ne va pas pouvoir faire que du bureau à Paris. Il va falloir faire du logement en région. Il va falloir aller à Bordeaux, à Lyon, à Nice. On commence. Et plus ça va aller, plus les rendements vont baisser globalement dans l'industrie financière, plus il va falloir aller chercher des villes secondaires de plus de 100 000, plus de moins de 100 000. Et donc, on croit beaucoup à cette thématique-là, de la monopropriété en centre-ville, bien rénovée, qui correspond aux usages. Et c'est pour ça que ça fait 5 ans, 6 ans qu'on a ouvert un bureau à Marseille, qu'on est très présent. Donc aujourd'hui, on a l'impression d'être has-been parce que tout le monde y est. Mais en tout cas, c'est ce genre de conditions qu'on cherche. Et pour Renaud, c'est un très bon point, les passoires énergétiques. Moi, je pense que c'est un des très bons plans pour investir dans les 3 prochaines années parce qu'elles vont être interdites à la location et les gens qui les possèdent n'ont pas les moyens de les rénover. Et du coup, on va être côté acheteur, on va être avantagé, on va pouvoir faire des super affaires si, côté Préto, vous êtes capable de financer les travaux de rénovation énergétique. Parce que voilà, les passoires, là, il y a un arbitrage à faire, le prix est en train de chuter parce que les gens n'ont pas les moyens de les rénover. Donc si nous, on a les moyens de les rénover, on peut faire des affaires exceptionnelles avant leur interdiction en 2025. Énorme sujet, sincèrement. On sait qu'il y a un parc résidentiel énorme à rénover, que pour l'instant, ça ne va pas du tout assez vite et qu'on n'est pas du tout aux atteintes des objectifs de la COP21, etc., etc. Donc on s'attend à ce que le gouvernement prenne des mesures et on va essayer de faire un peu du lobbying en ce sens avec les acteurs de la filière. L'éco-PTZ, qui est le dispositif qui aujourd'hui existe pour en théorie financer les travaux, en fait, est très très peu utilisé par les banques. Parce qu'elles ne gagnent pas d'argent avec l'éco-PTZ et pour elles, c'est de la paperasse et des complications et ça ne les aide pas sur leur bilan. C'est sûrement un dispositif qui va bouger. En attendant, financer ces travaux, c'est possible. Sur un dispositif plus traditionnel, c'est possible. Il suffit de le faire de préférence en achetant le bien. Il faut que ce soit de préférence inférieur à 25% de la valeur du bien, mais si ce n'est pas le cas, on peut s'arranger. Le seul truc qu'il faut avoir en tête, c'est quand c'est une banque qui finance les travaux, elle va être un petit peu regardante. Elle va demander à avoir des factures au fil de l'eau du décaissement des travaux qui sont réalisés, ce qui peut un petit peu compliquer le projet, mais qui ne le rend pas du tout impossible. On sait que les banques, par ailleurs, ont besoin de verdir leur image. Elles ont besoin d'expliquer qu'elles ont un impact positif sur la société. Et financer les travaux de passoires énergétiques, ça rentre pile poil dans ce sujet-là. Donc c'est quelque chose sur lequel les choses vont bouger et ça va s'améliorer très bientôt, je pense. Merci Renaud. Je pense que ce sera le mot de la fin. Je crois qu'on vous a donné un grand nombre de pistes pour investir intelligemment et même malin dans les prochaines années. Vous allez avoir accès au replay de la table ronde sur le site du Rent. Donc n'hésitez pas à réécouter tous ces bons conseils. En tout cas, merci à tous les 3 d'avoir pris le temps d'être là ce soir. On a un tout petit peu débordé sur le temps. Mais merci à tous pour cette conférence. Merci beaucoup, Karine.